Bonjour tout le monde. The Shape of Water, ou la forme de l'eau, est la dernière légende, le dernier conte qui nous est raconté par Guillermo del Toro. L'histoire se situe dans les années 50 ou 60, en tout cas en pleine guerre froide. Elisa travaille dans un centre de recherche ultra secret qui analyse des êtres extrêmement étranges, parmi lesquels une sorte d'amphibien, un mélange entre une créature aquatique mais à forme humaine, donc une créature aquatique et un humain, qui est enfermé dans une pièce du centre de recherche où elle travaille et dans lequel elle n'est que femme de ménage. Et elle va petit à petit être fascinée par la créature, puis extrêmement attirée par la créature, jusqu'à ce que démarre une romance entre eux. La rencontre finalement de deux âmes sœurs, puisqu'ils ont tous les deux presque le même défaut, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment les comprendre, c'est-à-dire que l'amphibien ne parle pas, et Elisa elle-même est muette, donc elle commence à apprendre petit à petit le langage des signes américain à la créature, et petit à petit entre eux va se développer une relation. Et évidemment, au bout d'un moment, cette relation va être mise en danger par la situation dans laquelle ils sont, le centre de recherche, les années 50-60 et tout le bordel, et les expériences qu'ils veulent faire sur la créature. Et donc, Elisa va devoir essayer de libérer la créature et de s'enfuir avec elle pour qu'ils puissent vivre heureux leur idylle. Nous verrons bien comment ça va se passer. Si vous êtes familier des films de Guillermo del Toro, je pense que vous devez voir un petit peu par où ça va aller. Moi, en tout cas, il y a un truc que je trouve assez surprenant dans ce film, c'est que globalement, le thème, c'est l'amour face à la dureté de la vie, on va dire. L'amour étant représenté donc par la créature et par Elisa, qui est jouée par Sally Hawkins, qui joue très très bien dans ce rôle et qui a appris vraiment par cœur le langage des signes et qui est parfaite dans le truc. Elle représente donc l'amour, et la dureté de la vie est incarnée par, alors comment s'appelle-t-il, Richard Strickland, l'agent Strickland, qui est joué par Michael Shannon, qui a une tête qui est parfaite pour jouer les mecs extrêmement durs et machin. Et du coup, c'est vraiment l'opposition entre les deux, quoi. C'est la nana pure, romantique, heureuse de vivre, etc. et l'incarnation de la dureté, de la haine, de la méchanceté, etc. qui est dans le corps donc de ce Strickland. Et du coup, ce côté la gentille face à la dureté de la vie m'a fait renommer ce film Amélie Poulain au labyrinthe de Pan. Parce que c'est vraiment l'impression que j'ai eu pendant tout le truc, quoi. Le film travaille un style, du coup, années 50-60, évidemment, vu la période dans laquelle il se situe, mais du coup, ça fait des environnements assez vieillots, souvent assez grands, mais avec des papiers peints à l'ancienne, genre vraiment, vraiment à l'ancienne, quoi. Le papier peint vert, machin, avec des petites formes dessus et des trucs, vraiment le style de décor qu'on pourrait voir dans un film d'Amélie Poulain, avec en plus le style d'optique dans un film d'Amélie Poulain, dans un film de Jean-Pierre Jeunet, avec le style d'optique qu'utiliserait Jean-Pierre Jeunet également, parce qu'il filme avec des cadres très très larges, mais en même temps tout ça se mélange à l'univers de, on va dire, le labyrinthe de Pan pour niveau de créature, mais Pacific Rim même, enfin le centre de recherche dans lequel elle bosse, on dirait le centre où ils développent les Jaeger dans Pacific Rim. Et du coup, ça fait un mélange extrêmement étrange. C'est pour ça que je parle vraiment de fable et de conte, parce que c'est vraiment ça l'idée. Il y a pas un message non plus monstrueux à développer, hein. C'est l'amour face à la dureté de la vie, ça va, on a assez compris. Donc c'est vraiment l'histoire et le récit et le conte, l'aventure entre ces deux personnages et leur romance qui sera important. Et ça marche plutôt bien. Après, c'est vrai que le délire est un peu perché pour moi, et même si j'aime bien les gros délires et tout dans ce genre-là, mais cette créature est pas sexy quand même, donc c'est difficile de comprendre les motivations du personnage d'Elisa. Mais c'est vrai que ça marche pas trop mal, et que ça crée en tout cas un film qui est très unique, qui est très particulier, qu'on a vraiment quasi jamais vu, même si ça mélange beaucoup de choses qui existent, hein. Je parle d'Amélie Poulain, mais la créature elle-même ressemble à la créature du lac Noir, sur lequel j'ai fait un vlog d'ailleurs, mais c'est vrai que le film fait allusion à pas mal de choses. Il y a pas mal de films aussi qui sont montrés. Il y a des allusions aux films de comédie musicale, en particulier les années 50-60 justement, qui étaient vraiment le genre, le registre le plus populaire à cette période-là du cinéma. Et donc on le voit partout dans le truc. Donc c'est vrai que mais malgré ce côté melting pot de plein de choses et de plein de films et de plein de choses là, il y a vraiment un côté très original et très particulier et très unique à ce film, qui donne des images absolument magnifiques, toutes les images sous l'eau, toutes les images de décors, de machin. Enfin c'est vrai qu'il y a un travail assez intéressant, et puis il y a une recherche intéressante dans les environnements et dans les décors. Donc c'est vrai que c'est assez fascinant à regarder, servi en plus par de très bons acteurs et par une très bonne écriture. C'est vrai que les personnages sont vachement intéressants, sont très bien développés, ont tous des personnalités très particulières, y compris les rôles secondaires, hein, que ce soit Gilles, qui est le voisin de Elisa, ou Zelda, qui est sa collègue de travail, jouée par Octavia Spencer, qui est nommée aux Oscars aussi.
Ils ont tous une personnalité très marquée et très intéressante, et qui mettent vraiment en avant, qui les représentent du début à la fin du film, qui est expliqué par leur passé pour la plupart d'entre eux, et des personnages vraiment surprenants. Le personnage de Gilles, j'étais très surpris de voir un personnage comme ça dans ce film-là. C'est logique finalement, parce que avec cet amour face à la dureté du monde, c'est aussi le fait que le monde est très opposé aux relations contre nature, avec les guillemets de 3 mètres de haut que ça implique, c'est-à-dire les relations homosexuelles, toutes les nouvelles sexualités qui ont été créées par Tumblr, tous ces trucs-là avec lesquels le monde a beaucoup de mal, et a beaucoup de mal à accepter, les transsexuels évidemment, les transgenres, tout ce qui s'ensuit. Donc c'est quelque part logique que ce personnage-là se retrouve à l'intérieur, mais malgré tout, j'ai été assez surpris de voir ce truc-là. Et quelque part, c'est rigolo parce que comme il y a un côté Amélie Poulain, on dirait l'homme de verre un peu ce mec. Et justement, c'est un mec qui était très cassé par la vie, et c'est un peu le même symbolisme, quoi. L'homme de verre et ce mec-là ont un peu le même symbolisme. Et avoir cette raison-là, du coup, je la trouve plutôt bien faite. Et la façon qu'ils ont de le mettre en avant avec tout le truc sur le diner à l'extérieur, comme ça, je trouve que c'était assez touchant et assez bien trouvé et assez vrai, finalement. Donc c'est vrai que il y a tout un tas d'histoires très intéressantes dans ce film. Après, voilà, je suis pas particulièrement en admiration, je suis pas particulièrement fan, mais c'est clairement un film très très original et qu'il faut aller voir, parce qu'on n'a pas souvent ce genre de film et ce genre d'expression presque de créativité pure. Je vous dis encore une fois, il y a de l'inspiration un peu partout, mais toute créativité est inspirée de quelque chose. Ne croyez pas qu'on crée de nulle part, on est forcément inspiré de quelque chose qu'on modifie légèrement pour en faire un truc qui nous parle plus ou qui nous paraît plus harmonieux ou plus cohérent. Donc c'est vrai que il y a toujours cet aspect-là, il y a toujours cet aspect de réutiliser autre chose pour créer du neuf, et là vraiment il y a un côté très neuf et pas encore vu dans ce film-là. Donc si ça vous intéresse à ce niveau-là, je vous encourage à le voir, c'est vrai que ce sera intéressant à regarder. Pour rentrer un peu dans le détail, c'est intéressant du coup de voir comment est-ce qu'il confronte le monde réel et ce monde un petit peu fantasmé finalement. Il y a plein de choses qui appuient ça. Par exemple, il y a quelque chose de très concret dans la gestion des différents décors, des différents environnements, et même quand c'est lié à quelque chose d'un petit peu rêveur, il y a toujours ce truc qui passe mal, ou qui est raté, ou qui rate, qui est un peu le truc de la réalité, quoi. Dans la réalité, on voudrait que les choses soient belles et poétiques, etc. Il y a toujours un truc qui fait foirer. Donc, par exemple, la scène où elle a un appartement qui est assez grand et assez sympa, qui est juste au-dessus d'un cinéma. Donc il y a souvent les lumières du cinéma qui rentrent à travers les planches, etc. C'est un truc assez joli. Mais il y a un moment où elle remplit la salle de bain d'eau, et ça crée tout un tas d'ennuis. Et ça justement, c'est un peu la confrontation entre le côté très rêveur et le côté très concret. Le côté très concret qui est aussi présenté par le personnage de Michael Shannon, comme je l'ai déjà dit, qui représente quand même ce mec très dur et très froid, etc. D'un autre côté cordial, parce qu'il sait qu'il est dans une société, il doit vivre de façon cordiale, donc il dit bonjour aux dames ou des trucs de ce genre-là. Enfin, il est courtois, et en même temps il a ce côté je veux bien être courtois, mais je suis quand même dur, j'en ai rien à foutre, quoi. Et le côté j'en ai rien à foutre, je pisse devant des nanas quand même sans les mains. Je trouvais que ça rendait plutôt intéressant pour montrer le côté le côté dur du mec, et le côté je m'en foutisse, quoi. Je m'en branle de qui est autour de moi et de peu importe ce qui se passe. Il est assez odieux, et il a une façon de se comporter avec tout le monde qui est assez particulière. Elles sont femmes de ménage, en plus il y en a une des deux qui est noire, donc évidemment vous imaginez, il y a du mépris énorme qui est dans ce truc-là. Mais même le côté concret de la douleur. Vous savez, Guillermo del Toro a cette façon de trouver les choses qui permettent de ressentir profondément la douleur que ressent un personnage et qui font mal quand tu le vois à l'écran. Si vous vous souvenez de la scène dans le labyrinthe de Pan où le mec se fait écraser la gueule avec un cul de bouteille par le soldat, je sais plus comment il s'appelle, le général, c'est le même genre de choses ici. Il y a des trucs qui rentrent dans des choses, et ça devrait pas rentrer là-dedans, et ça fait mal, et ça fait donc voilà, il arrive vraiment à trouver ce truc-là, et du coup ce personnage au final avec tout ça symbolise cette dureté de la vie. Et ce qui est intéressant, c'est que cette dureté va aussi être représentée de façon métaphorique par quelque chose qui arrive à une partie de son corps, qui implique que le mec vraiment est dénué de vie au final. Il incarne la dureté de la vie, et donc au final l'absence de côté sympathique et de vie, parce que la vie n'arrive pas à regagner certaines parties de son corps. Je n'oublie pas exactement de quoi il s'agit dans le film, mais c'est assez mis en avant. Et il va y avoir beaucoup de parallèles comme ça entre les choses concrètes de la vie et les choses fantasmées. L'eau, par exemple, l'eau va servir à représenter la sexualité de Elisa, et j'allais dire des personnages, mais il y a que Elisa qui a une vraie sexualité dans le film. Mais du coup, elle va servir à représenter la sexualité d'Elisa et de la créature, du coup, étant donné que, par exemple, elle lui prépare des œufs
qu'il vient manger, et les œufs en fait, il y a toujours un plan qui se concentre sur la casserole d'eau qui est en train de bouillir avec les œufs qui sont en train de devenir durs, et c'est une casserole entièrement transparente, donc on voit l'eau avec les ébullitions, etc. Et on sent du coup que ça symbolise un petit peu son côté sexuel, quoi. L'eau symbolise sa sexualité, ça se voit très clairement parce qu'elle prend des bains alors à ras-bord, mais bon, étant donné que l'état de son plancher, etc., tu te dis bon quand même, mais elle prend des bains à ras-bord dans lesquels elle se masturbe le matin, donc tu comprends que c'est sa sexualité. Et le film est globalement très direct avec la sexualité. Enfin, il y a beaucoup de scènes comme ça qui mettent en avant de façon assez crue le fait qu'il y ait un rapport sexuel ou qu'il y en ait eu un avant ou quoi que ce soit. Justement avec le personnage de Michael Shannon, on va le voir coucher aussi à un moment, et pas le genre de plan où tu vois rien, quoi, le genre de plan où tu vois bien les trucs. Et donc il y a du coup ce côté assez frontal avec la sexualité, mais qui chez Elisa est une eau bouillante et en mouvement, etc. Et donc le film s'appelle La forme de l'eau, puisque l'eau représente aussi l'amour, mais du coup aussi charnel quand il est en ébullition comme ça, le rapport charnel entre les deux personnages. Mais c'est vrai que l'eau représente leur amour, parce que comme il dit, l'eau peut prendre n'importe quelle forme, donc voilà, tout le symbole autour de l'eau qui est dans le film et qui marche plutôt bien effectivement du début à la fin, qui sera filé également avec et c'est là encore une fois que le film est très conte et très fantaisiste. Il y a toute une scène qui est entièrement concentrée sur des gouttes de pluie et la danse de 2 gouttes de pluie, machin. Enfin, c'est très joli et ça symbolise un petit peu du coup l'avancée de leur relation, et donc leur relation amoureuse est encore une fois symbolisée par de l'eau au fur et à mesure du film, ce qui marche très très bien et ce qui est très intéressant. Et enfin, pour tout ce côté conte et fantasy, il y a tout le fait que l'histoire soit narrée par un narrateur qui narre l'histoire, mais vraiment comme un conte, quoi, comme une fable qui sera racontée à un enfant et qui raconte comme une légende presque. Ce qui sera d'ailleurs un peu lié à la fin, qui est ouverte, chose intéressante. La fin n'est pas tout à fait claire sur la fin du film, ça peut être un fantasme, ça peut être vrai. C'est assez joli de jouer ça comme ça. Et puis du coup la réalisation aussi de Del Toro, et cette caméra très flottante et très éthérée renforce encore une fois le côté un petit peu conte et fable. On a l'impression que la caméra flotte ou se promène comme une conscience qui est en train de regarder l'histoire par-ci par-là. Ce qui fait du coup que ça rend quelque chose d'assez intéressant. Après voilà, le truc c'est que moi, conte et fable, je suis pas à fond dedans. C'est en tout cas, même si les fables de Guillermo del Toro sont plutôt réalistes, donc j'ai un peu plus de facilité avec celle-ci, parce que réaliste au sens où elles se finissent pas toujours bien. Mais malgré ça, je suis quand même pas ultra fan du principe et du délire. Donc voilà, en ce qui me concerne, c'est pas le film du siècle pour moi, mais c'est vrai que c'est un film très intéressant et très particulier, et que s'il vous intrigue, je vous encourage à aller le voir. Ce sera c'est quelque chose que vous n'aurez pas vu avant, a priori. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!